Como te kaura kaura. Como te kaura kaura. Tunnitu tongutu puhuru huru. No itiki mai whakawhiti tērā. Upane ka upane. Upane ka upane whiti tērā. Ngāti tō rangatira. Les Ngati Torangataria font remonter leurs origines à la pirogue Tainui, dont le capitaine était Oturua. Les conflits avec les tribus de Waikato pour les terres ont obligé les Iwi Ngati Toa, basés à Tainui, à se retirer. De nombreuses batailles, culminant dans la grande bataille de Ingakaka, ont presque décimé tous les grands chefs Iwi. Menacés de disparition, les vagues du changement étaient en marche. La réponse à ce défi fut de quitter leur terre natale à la recherche d'un foyer plus sûr et plus prospère. Sous la direction de Te Rauparaha, en 1820, les Ngati Toa quittèrent Kaawea. Ce fut la première migration, Teheke Tauai, qui se traduit par l'expédition qui allume le feu ou le début de l'exode de Kauhia vers Taranaki. La deuxième migration, Teheke Taramoa, s'est traduite par la migration du buisson de ronces. Elle décrit les difficultés rencontrées lors de la deuxième étape du voyage depuis Taranaki. Il fut rejoint par 3 tribus de Taranaki alliées à Ngati Toa. Toute la migration de Teheke Mairaro symbolise la migration du Nord, où l'ascension de Te Rauparaha et la prospérité des Ngati Toa. Ils finirent par s'installer dans la partie inférieure de l'île du Nord de la région du détroit de Cook, au sud de la côte de Kapiti et finalement dans leur bastion, l'île de Kapiti. Pendant les années 1820 à 1840, l'influence de Te Rauparaha s'est étendue jusqu'au sommet de l'île du Sud, à Te Tauiu, et les Ngati Toa ont prospéré dans le commerce et généré des richesses, des terres et du mana. Le vaste territoire dominé à l'époque s'étendait de Rangitika et Wellington, en passant par Te Ara au Rakamoana, détroit de Cook de Nelson à Wairo. Les Ngati Toa allaient à nouveau être confrontés à des défis avec la confiscation de leurs terres, leur vente forcée, l'enlèvement et l'emprisonnement de Te Rauparaha sous le gouverneur Gray et la couronne. L'adoption de la loi de 2014 sur le règlement de la revendication de Ngati Toa a donné l'occasion aux Iwi de définir une nouvelle voie pour leur avenir. Contre toute attente, Ngati Toa est prospère. C'est une tribu Iwi forte, dynamique et influente, fermement ancrée dans son identité culturelle et qui représente un moteur de changement. Pour commencer, je voudrais faire mention du titre de ma présentation. Au cours de ces derniers jours, sur votre terre, on m'a emmené dans différentes parties du pays pour rencontrer les communautés de ce pays. J'ai été traitée avec beaucoup de gentillesse et je voudrais moi aussi adresser tout mon respect, mon humilité et ma gratitude à ces communautés. Je voudrais remercier également, je vous remercier de l'invitation à venir ici également aujourd'hui pour partager ces quelques réflexions. Il y a 2 termes sur lesquels je voudrais me concentrer dans le titre de ma présentation. C'est l'étude de cas autochtone d'abord, la perspective autochtone
je voudrais vous parler de cette petite tribu. Donc il s'agit bien d'une histoire autochtone. Et l'autre terme que je voudrais souligner, c'est celui de souveraineté. Dans ma langue, il y a plusieurs termes qui correspondent à celui de souveraineté, qui correspondent aussi à l'autodétermination. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne vraiment spécifiquement la tribu de Ngatitoa, donc un cas précis, et elle est axée sur l'autodétermination, la souveraineté. Donc c'est bien l'histoire que je souhaite vous raconter aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais consacrer quelques minutes à l'histoire de ma tribu, Ngatitoa, parce que la meilleure façon de comprendre une population, c'est de comprendre sa généalogie. Et comme ça, on peut comprendre ce qui est dit par les membres de cette population. L'histoire de tous les pays, de tous les peuples autochtones du monde a de nombreux chapitres. Et souvent, cette histoire a été écrite et il est bon de réfléchir à ces écrits avant d'envisager le chapitre actuel. Voici le grand Terapara, le grand leader, le grand chef de notre peuple qui est sous son autorité, comme vous l'avez entendu dans la vidéo. La tribu a pu prendre possession de la partie nord de l'île du Sud. Comme cela a été mentionné dans le document vidéo, et ayant réussi à arriver à un bon niveau de prospérité, une fois que les Britanniques ont décidé de signer un traité avec les tribus de Nouvelle-Zélande, peu de temps après, quelques années après une mainmise illégale sur les terres, eh bien, nos peuples se sont appauvris pendant la deuxième partie du 19e siècle. Donc, quand mon grand-père est né, en 1903, il ne restait plus que 100 membres de la tribu. La tribu n'avait pratiquement plus de terre et ça n'était vraiment pas un bon moment de notre histoire. Et ça a été le cas pendant la plupart du XXe siècle, dans les années 1970. Et là, il y a eu le début d'une renaissance, d'un renouveau, avec les efforts déterminés de Maoris ordinaires sur le terrain qui ont voulu récupérer d'abord un peu et puis ensuite beaucoup plus de ce qui avait été prévu. Et
ensuite, il y a eu des progrès réguliers au cours des 20 années suivantes, si bien qu'à la fin des années 80, il y a un processus de négociation de Ngaditoa avec le gouvernement néo-zélandais pour la revendication de terres qui... Oui, cela fonctionne. En 1989, une société juridique a été établie pour arriver à un accord avec le gouvernement néo-zélandais pour la restitution, pour la revendication en tant que véhicule pour arriver à un traité de règlement. J'ai démarré mon rôle et pendant des années, j'ai négocié. Le collègue que j'ai remplacé était arrivé à la retraite après des années d'efforts de négociation avec le gouvernement et donc j'ai pris la relève et lorsque j'ai commencé, il y avait près de 120 personnels qui travaillaient au domaine de la santé et des services sociaux. Et puis, nous avons entrepris un nouveau chapitre. Il ne s'agissait plus de réclamations et de règlements, mais d'aller de l'avant et de se concentrer sur 3 axes. Tout ce qui pourrait améliorer le bien-être, le mana et la prospérité de notre peuple. Je ne sais pas ce que vous dit l'interprète sur ce qu'est le mana, mais c'est un mot maori qui signifie dignité, autorité et force. Donc, au cours des 2 ans et demi passés, tous les jours, j'essaye d'imaginer les meilleures façons d'améliorer le bien-être, la prospérité et le mana de Nkatitoa, mais pas seulement de Nkatitoa. Nos peuples nous ont élevés pour faire tout ce que nous pouvons pour accueillir les visiteurs qui viennent sur nos terres. Et il y a de nombreuses personnes, de nombreux visiteurs qui viennent. Je ne sais pas si nous avons beaucoup de personnes de Nouvelle-Calédonie cependant. Donc nous devons également nous occuper de ces personnes-là. Et notre stratégie est simple. Notre stratégie consiste à piloter notre propre pirogue, mener notre propre pirogue. Nous ne comptons sur personne d'autre. Nous n'avons pas de bonnes expériences de la dépendance vis-à-vis des autres. Donc, nous menons notre propre pirogue. Et c'est une pirogue à double coque. Nous recherchons tous ceux qui ont le même cœur, les mêmes valeurs, la même vision que nous. Et lorsque nous rencontrons des gens comme ça, eh bien, ce sont nos nouveaux amis. C'est pour ça que parce que nous avons le même cœur, les mêmes valeurs.
Nous n'avons pas besoin de permission, d'autorisation. Nous allons mener notre pirogue avec ces amis que nous faisons en chemin. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé au cours des 2 années et demie passées sur ce chemin. Nous parlons de logement, d'habitat. Mais il y a un problème si l'on se concentre de façon étroite sur le logement seulement. Ça a déjà été souligné par ceux qui m'ont précédé. Le logement, c'est essentiel, certes, mais ça n'est pas ce qui garantit le bien-être complètement. Ça, c'est un défi. L'approche de Ngati Toa l'approche pour résoudre ce problème à facettes multiples. Le bien-être, cela provient d'un certain nombre d'éléments qui doivent être réunis dans la vie d'une personne pour garantir la force de vie. Quand un individu fait l'expérience de cette force de vie, eh bien, elle est éclairée, cette personne, elle a un esprit vif et curieux, des fonctions corporelles saines, sans douleur, et des relations épanouissantes avec les autres, et ainsi de suite. Donc, il ne s'agit pas uniquement de construire des maisons, il faut arriver, des logements, il faut arriver à réaliser ce Maori Ora, donc ce modèle de bien-être. Alors, comment se faire? Comment le faisons-nous? Eh bien, nous créons des écosystèmes intégrés de soutien avec 2 types d'entreprises et 2 catégories de personnes. D'abord, ceux qui ont des responsabilités spécifiques. Même nous avons dans nos services notre propre service sanitaire au Ratoa. Nous avons un guichet unique pour la jeunesse, Rangatahi, parce que les jeunes ont des besoins spécifiques. Nous avons des services de santé mentale et d'addiction, un service éducatif, préscolaire et adulte, d'emploi, pour voir l'aptitude au travail, etc., etc. Et puis, bien sûr, aussi des services liés au logement. Notre vision consiste à intégrer tous ces services petit à petit, de façon à ce que ça représente un tout, parce que nous vivons notre vie comme un tout. Et il faut qu'il y ait une porte qui permette d'accéder à toutes les autres portes pour la famille ou la communauté. Deuxième catégorie des acteurs dans nos Maui Aora, dans notre écosystème Maori Aora, ce sont les amis, les whanu ipo iwi, les membres de la famille qui savent et qui vraiment sont très bienveillants envers mes populations et ma communauté. Pourquoi est-ce que c'est essentiel dans cet écosystème? Alors que nous tous ici, nous passons par des montagnes russes dans nos vies, les gens demandent l'aide, eh bien ce sont ceux qui nous aiment le plus. Et la plupart du temps, cela suffit. Leur soutien, leur amour, leur orientation
nous aident à nous relever et à continuer à vivre. Mais pour la plupart de nos familles qui sont appauvries, qui ont des difficultés dans la vie depuis des générations, ces membres de la famille et ces amis sont en fait surchargés. Ils ont des difficultés eux-mêmes. Et donc, lorsque les gens vont les voir, se tournent vers eux, elles ne sont peut-être pas aussi disponibles que ce dont elles ont besoin. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, de manière intentionnelle, nous allons contacter les réseaux familiaux pour les renforcer, pour les informer, pour les faire participer, et puis pour vraiment les promouvoir leur pouvoir pour qu'elles fassent partie du Maori Ora, de toute la famille, de l'ensemble de la famille. C'est ça notre stratégie. Et nous revenons sur ce que George nous disait. Nous sommes allés voir les départements gouvernementaux. On leur a dit, on a déjà payé les impôts. On n'a pas l'intention d'utiliser nos biens intergénérationnels pour faire votre travail. D'accord? Donc, nous aussi, nous ne voulons pas, en fait, adopter, signer des contrats pour la santé, le logement. Non, on ne veut pas jouer ce rôle, on ne veut plus jouer ce jeu. Par contre, là, on va être d'accord avec vous sur quelle est la base du bien-être aujourd'hui. Sachons quelle est la cible et à moyen terme ou à long terme, vers où on va. Et puis après, on pourrait peut-être nous mettre d'accord sur un collectif de fonds. Nous voulons être redevables et nous voulons établir des rapports chaque année sur ce que nous gagnons. Mais nous déciderons où affecter ces ressources parce que nous sommes beaucoup plus proches des besoins. Nous sommes au mieux placés pour savoir chaque jour où les priorités devraient être fixées. Et vous savez ce qu'a dit le gouvernement en réponse? Ce que Georges a dit, ah ben ça c'est une bonne idée, ah ben ça c'est une bonne idée. Donc voilà, c'est notre service écosystémique Maori Ora bien intégré. La deuxième catégorie que je mentionnerai plus tard, c'est l'écosystème d'investissements commerciaux. Il y a une partie de tout cela, parce que c'est une priorité aujourd'hui, qui se concentre sur deux éléments clés. D'abord, la réacquisition de foncier. On parle de réacquisition parce que c'était à nous et on essaye de le réclamer et le revendiquer. Et deuxième chose, les entreprises qui sont intégrées pour pouvoir fournir des logements, des communautés à nos populations. J'en parlerai un petit peu dans un instant. Donc, pour vous expliquer un peu notre histoire, c'était une introduction, je suis désolé, c'est un petit peu long, hein, mais pour vous expliquer un peu notre histoire, j'aimerais revenir sur la manière dont nous avons abordé la question pour que et les enseignements que nous avons tirés. J'espère que ce sera quelque chose dont vous pourrez profiter. La première chose la plus importante, c'est que nous voulions que les choses soient claires. Quel est le problème que nous essayons d'aborder? Quelle est l'envergure du problème? D'accord? Ensuite, il fallait comprendre ce qui se trouvait dans l'environnement qu'il va falloir prendre en compte alors que nous planifions, nous prévoyons notre réponse au problème qui a été fixé. Et puis, troisième élément, il était tout à fait essentiel de comprendre ce que nos populations voulaient, ce dont elles avaient besoin. Moi, je ne suis pas le roi de Ngantitoa, je suis un serviteur simplement de Ngantitoa. Et donc, il est important de travailler avec la population pour comprendre leur manière de penser. Ensuite, ayant entendu tout cela, nous avons mis en place une vision, une stratégie, un plan. Et nous travaillons depuis 2 ans et demi déjà d'arrache-pied là-dessus et je vais partager avec vous ces éléments de mon histoire. Alors, vous ne pouvez peut-être pas lire tout cela, mais je vais vous expliquer rapidement ce que nous avons fait pour comprendre un peu le problème. Le gouvernement victorien, dans les années 90, dépensait 100 millions de dollars en différentes questions, dossiers commerciaux. Et tout ça n'était jamais mis en place. Donc, pour pouvoir éviter ce gaspillage, ils ont conçu un processus que l'on appelait la cartographie d'investissement, d'idées d'investissement, un atelier où vous avez 7, 8, 9 personnes qui participent et qui sont celles qui connaissent mieux le problème, les personnes qui sont celles qui disent oui à l'argent
et ou qui ont le plus d'influence et qui répondent aux problèmes que vous essayez de réparer. Donc, nous avons organisé, nous avons animé un atelier de logique d'investissement pour définir quels étaient les problèmes que nous essayons d'aborder, de solutionner. Quel était l'état à venir, l'état futur idéal qui pourrait peut-être répondre à ce problème? Quels seraient les bénéfices si cet état à venir parfait était créé? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui changerait? Et enfin, vous discutez pour pouvoir arriver à ces bénéfices et cet avenir idéal. De quoi avons-nous besoin? Que devons-nous changer aujourd'hui? C'est ce que nous avons fait. Et j'ai recommandé, et je suis ravi de vous en parler plus tard, et nous avons trouvé une carte de logique d'investissement qui fait une page et qui a simplement les idées essentielles qui répondent à toutes ces questions. Bon, voilà. Ensuite, ayant éclairci tout ceci, nous savions dans quel jeu nous étions, nous savions que nous étions les acteurs avec un rôle à jouer, et nous avons donc réfléchi à mieux comprendre ce qui se passait au niveau de la nation et au niveau local. Je ne parlerai pas trop de ces deux diapos à suivre, mais Aotearoa, comme le reste du monde, a dû batailler pendant longtemps avec les questions d'habitat, de logement, avec les prix de logement, avec les contraintes imposées sur la disponibilité du foncier, sur les difficultés rencontrées avec des réglementations et des lois compliquées. Alors, tout ça, vous le savez déjà. Vous le connaissez, donc ce n'est pas la peine d'en parler trop. Mais il faut quand même dire qu'à Aotearoa, vraiment, cela a vraiment dépassé les bornes. D'ailleurs, là, en ce moment, je crois qu'un logement coûte en 10 et 11 fois plus cher que le revenu d'une personne. C'est beaucoup plus que dans n'importe quel endroit du monde. C'est complètement stupide. Donc ce contexte local, il est important que nous le comprenions. Il fallait savoir les personnes dans nos communautés, pas simplement nos tribus, mais moi je viens de Pororoa, c'est pas loin de Wellington. Et c'est une ville d'à peu près 65 000 personnes, notamment des Océaniens et des Maoris. Donc, il est important pour nous, si nous allions mettre en œuvre une stratégie pour améliorer l'habitat, il fallait comprendre pas seulement nous-mêmes, mais aussi notre ville et notre communauté. Donc, nous avons travaillé avec eux aussi à ce niveau-là. Ensuite, nous sommes arrivés à un modèle de réflexion sur l'habitation, sur l'habitat. On appelle d'un modèle concentré sur la communauté. Mais ce qui m'importe ici, c'est le fait que cela est harmonisé sur nos valeurs et notre réflexion. C'est ce que j'ai expliqué ici sur la diapositive. L'importance essentielle, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui des valeurs croissantes nous forcer les familles maoris de sortir du marché. Elles ne peuvent plus se payer ces logements. Et il faut absolument rompre le cycle et trouver une solution qui fournisse une abordabilité perpétuelle pour tout le monde. Et puis nous vivons aussi en tant que gardiens de ces terres, de cette mère nature. Et nous sommes fatigués de la manière dont les Occidentaux pensent et ce qu'ils font à notre mère nature. Et nous n'avons aucune intention de leur permettre de continuer, et ceci étant lié en la matière dont nous construisons nos logements et nos communautés. Donc la durabilité, la pérennité, tout ce qui est lié à cela. Nous ne construisons pas des fenouils, des maisons, mais des communautés. C'est très important, c'est différent. Nous étions au nord hier, nous avons vu un très bel exemple où les Kanaks ont commencé à construire un village avec cette même idée à l'esprit. C'est les personnes, c'est les communautés. Ce ne sont pas les maisons qui comptent. Ensuite, ce qui est ici au coin, c'est que là, cela fait partie d'une sorte de soutien intégré, notre Maori Aora, la qualité de la conception, ça c'est important pour moi. Ratitoa n'a aucune intention
que ces citoyens soient des citoyens de deuxième classe et qu'ils vivent dans des logements de deuxième classe. Non, pas du tout. Nous pensons que tous nos amis océaniens, tous nos frères et sœurs et tous les autres aussi vivent de la même manière dans des logements de première classe, salubres, de qualité. Et ça, je vais vous expliquer comment on va le faire dans un instant. Et le dernier est très important. Alors que nous essayons de construire des communautés, il y a vraiment un bénéfice vital et indirect en faisant participer nos communautés de manière préférentielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que fait Ratitoa, en fait, c'est que chaque fois, nous essayons d'employer. À chaque fois, nous essayons d'acheter des biens ou des services. Eh bien, d'abord, nous regardons nos peuples, notre population. Nous recrutons, nous achetons de nos propres peuples, populations en premier. Et s'il n'y a rien d'autre sur le marché pour ce rôle ou ce matériel, eh bien, nous allons nous tourner vers d'autres Maoris. Si ce n'est pas possible, eh bien, les communautés océaniennes. Ce n'est pas possible, eh bien, on se tourne vers tous les autres qui nous ont soutenus. Si ce n'est pas possible, eh bien, on le fera avec n'importe qui. Mais l'intention, c'est cette idée d'un bénéfice d'une économie circulaire en faisant participer notre population pour qu'elle puisse renforcer son entreprise. C'est important dans notre modèle. Enfin, dernièrement, cela fait partie de la phase de recherche pour comprendre le contexte. Nous nous penchons sur tout ce qui est logement ou habitat qui est disponible en Aotearoa. Je ne sais pas si c'est la même chose ici en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas, le spectre inclut la partie logement d'urgence. Donc, il y a une urgence, par exemple, et quelqu'un est dans la rue, eh bien, il aura un endroit où vivre, et c'est ce qu'on appelle le logement d'urgence. Ensuite, vous avez tout ce qui est logement public ou social, qui en général est fourni par le gouvernement, payé par le gouvernement, et qui a un seuil lié à votre revenu. Je sais que vous avez la même chose ici. Puis vous avez le loyer abordable. Alors, en général, c'est fourni par le marché, en général, les ONG ou une partie œuvre caritative en partenariat avec le gouvernement. Et donc, c'est une sorte de loyer privé, mais c'est quand même abordable. Puis, vous avez le loyer du marché, c'est tout à fait facile à comprendre. Puis, le fait d'être propriétaire, mais de manière abordable. Et puis, le propriétaire du marché. Donc, pourquoi est-ce que j'ai tout ce spectre? Eh bien, parce que tous ces éléments, toutes ces catégories ont une partie de la communauté à qui elle correspond. Et si l'on réfléchit de manière binaire, une partie sociale ou marché de l'autre côté, eh bien, cela n'a aucun sens. En tout cas, pour nous, ça n'avait aucun sens. C'est pour ça que nous voulions comprendre le spectre des options et réfléchir et vraiment penser à ce qui pouvait être fourni par rapport aux besoins que nous observions dans la communauté. Donc, qu'est-ce que nos communautés nous ont dit? Non, avant tout cela, rapidement. Alors, la manière traditionnelle de vivre comme ici, on appelle ça le papakainga. Nous aimons vivre ensemble avec nos familles, sur nos terres. Ça, c'est pas nouveau. Mais il y avait un concept que nous avons découvert dans nos parties de découverte, lorsque nous parlions de tout ceci, qui a vraiment changé la donne. Et je vais vous parler de tout cela dans un instant. Nous avions déjà reconnu que nous n'avions aucune intention de revendre nos terres. Nous avons acquis nos terres, nous n'allions jamais les revendre, à moins qu'il y ait vraiment une raison qui nous y oblige. L'idée qui était de donner le premier refus, donc mais en fait, par défaut, l'idée, c'est de la garder. Donc, comment est-ce que les gens vivent sur les terres si nous ne les vendons pas? Eh bien, nous avons commencé à décider que la manière de réconcilier tout cela, c'était de les louer. Et puis, nous avons rencontré cette idée d'une fiducie foncière, qui est en fait un modèle qui existe et qui veut dire, en fait, que vous achetez votre terre, vous la mettez dans une fiducie, dans un trust pour qu'elle ne soit jamais aliénée. C'est gouverné par nos iwi, chez nous, dans notre cas, et les bénéficiaires de cette fiducie sont tous les membres iwi de la tribu. N'importe quel membre de la tribu peut, si elle veut, vivre sur cette terre et peut loyer une partie de cette terre, une partie ou une grande partie, tout dépend de leur famille et de leurs besoins. Et ils le font de manière perpétuelle, c'est-à-dire à jamais.
et c'est un coût fixe, c'est-à-dire que ça ne change pas du tout dans le temps. Et ça, je vous expliquerai ceci dans un instant aussi. Nous adorons ceci et nous avons dit, voilà, c'est ce que nous voulions faire. Donc, nous avons donc parlé à nos Fanois, à nos familles, à notre communauté. Très rapidement, voilà ce que nous avons entendu. Nous sommes unis et déterminés qu'aucun membre de notre tribu Iwi soit dans la rue. Indépendamment de ce qui se passe ou où ils se trouvent, ils peuvent avoir une maison abordable dans laquelle ils peuvent vivre. Deuxième chose, nous préférons, si possible, dans nos communautés, parce que nous avons des grandes familles, nous voulons avoir au moins 3 à 4 chambres dans nos maisons. Bon, très bien. Notre préférence, c'est des maisons qui soient indépendantes, pas de grande densité, ça, c'est pas notre préférence. Nous savons que ce n'est pas toujours possible, nous le comprenons, mais nos populations nous ont dit qu'elles préféraient vivre dans leur propre maison, entourées de leur famille, des grands-parents, les cousins, voilà, enfin, comme nous avons grandi. Et puis enfin, ce qui est tout à fait essentiel, c'est de vivre non seulement sur nos terres, mais vraiment à côté de nos aumana, nos forêts, à côté les uns des autres, et nos marae, c'est-à-dire le centre de notre culture, le marae. Ça ne surprend personne. Enfin bon, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que, bon, ayant écouté tout cela, nous avons des gens très intelligents et nous avons rassemblé une sorte de vision ou ce à quoi cela pouvait ressembler chez nous. Et avant de vous présenter ce clip vidéo assez bref, je vais vous décrire un peu ce que vous voyez. À gauche, la mer, c'est le port de Bardia Harbour. C'est en fait vraiment le grenier de nos populations. À droite, tout ce qui est en blanc, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et mon peuple vit ici le long de ce port depuis 200 ans. Vous voyez ensuite une route qui traverse ce port. Avant que je ne sois né, la municipalité locale a construit cette route. Elle a traversé le bord, en tout cas, du port et a en fait ruiné tout, enfin, a décimé tout ce qui était aliments. L'eau ici, là, en fait, c'est simplement de l'herbe maintenant. Ce n'est plus de l'eau, c'est de l'herbe. Mais bon, ce que je vais vous montrer, c'est notre vision pour l'avenir, pour Takapo'a'i, c'est-à-dire le village d'où je viens. Now, everything rolls, as I say. Comme je vous le disais, ce que nous voyons aussi, c'est que l'eau revienne. Ce qui se passe ici depuis 60 ans maintenant, avec les hébergements, les logements intensifiés et les villes, c'est que les cours d'eau ont été bloqués. Et ce que cela a fait, c'est que cela a causé la sédimentation et notre magnifique port, en fait, est devenu très bas et vide même et a tué tout simplement les ressources halieutiques. Nous voulons, si possible, retrouver ces cours d'eau. Ce que vous voyez ici, c'est notre vision pour notre service de santé à l'avenir, à l'entrée de notre village. Une communauté, un hall de communauté à l'entrée de notre village. Voilà, ces maisons que vous voyez ici, ce sont les logements que nous voulons construire juste en face du marae. Ce sera pour les personnes âgées et certains des jeunes aussi de notre communauté. Derrière les bâtiments blancs, c'est la Polytech. Le Polytech, ou comment on appelle Polytech, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est sur nos terres. Moi, mon peuple, ils aiment le sport. Donc, voilà, le grand rêve, c'est carrément notre stade. On aime le basket, par exemple. Eh bien, voilà, vous avez un stade ici et nos femmes, elles aiment le hockey. Eh bien, nous avons également un terrain de hockey sur gazon. On vient à Takapo'a, ici, et à gauche, vous verrez des collines. On ira là dans une seconde, mais tout au centre du Takapo'a, c'est là où nous avons défriché des parcelles et nous voulons avoir des maisons de retraite pour que les personnes âgées ne soient pas obligées d'aller ailleurs. On pourra s'occuper d'elles ici, au centre de notre village, dans des maisons de retraite. Il y aura de nouveaux logements ici pour les femmes.
Vous savez, il y a beaucoup de baby-boomers aussi chez nous, c'est pareil. J'aimerais qu'elles reviennent ici. Ici, sur cette colline, au-dessus, ça a été repris en 1951 par le gouvernement. On a attendu 70 ans, mais enfin, on a pu le revendiquer. Et ce que nous avons l'intention de faire, c'est le développer et construire des maisons pour nos familles pour que, encore une fois, nous puissions renforcer le nombre de personnes qui vivent chez elles. Les ingénieurs qui travaillaient avec nous, je leur ai dit, on veut avoir notre propre énergie. Donc, ils ont eu l'idée de l'énergie éolienne. On n'en mettra pas partout, mais on en mettra ici. On a des meilleures idées que ça, en fait. Mais bon, vous voyez ici toutes ces terres, c'est ce que nous avons revendiqué, ce que nous allons développer. Et enfin, dans notre vision, cette maison, eh bien pour les Maoris, nous avons de grandes maisons pour le Wharenui. Et si c'est une maison bien spéciale, notre vision, c'est que ce soit une maison de bienveillance, de soins, où les gens peuvent aller soigner leur cœur, leur esprit. Et c'est quelque chose qui culmine sur la colline que nous avons été léguée par nos ancêtres. L'idée, c'est de penser à la vie et avec la fin aussi, pas loin. Voilà, merci. Kia ora. C'est un rêve. Bon, c'est un beau rêve quand même. So, thank you. So now we'll get down to... Merci, merci. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. J'ai beaucoup parlé, mais que s'est-il passé? Eh bien, sur l'écran, vous voyez notre stratégie. Je ne vais pas lire tout ça. Si vous pouvez le lire vous-même. Bon, c'est en anglais, hein, je crois. Mais en tout cas, quelques éléments sur lesquels je vais me concentrer. La première chose, c'est, et je l'ai dit au tout début, notre stratégie de la création d'un écosystème d'entreprises qui sont intégrées au niveau vertical. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons réacheté des terres et pour construire des logements, il faut qu'il y ait des entreprises qui viennent faire le travail, le gros œuvre. Il faut l'infrastructure, il faut les tuyaux, la tuyauterie, l'électricité. En plus, il faut des entreprises qui fournissent le matériel de construction, le béton, l'acier, le bois. Il faut qu'il y ait des architectes, il faut qu'il y ait ensuite des constructeurs, des promoteurs qui viennent et qui font le travail sur place, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, par une idée d'un écosystème intégré verticalement, c'est que notre plan, c'est que toutes ces entreprises soient les nôtres, que ce soit entièrement les nôtres ou en partenariat avec quelqu'un d'autre qui a les mêmes valeurs et la même vision que nous. Le Wakahanua, n'oubliez pas, c'est ça, c'est notre modèle. Et c'est ce que nous faisons. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais insister. Bon, c'est tout. Allez, on avance, on avance. Bon, notre histoire jusqu'à maintenant, eh bien, nous avons été bénis en 2 ans et demi seulement. Nous avons pu soit réacheter, soit avoir pratiquement acheté, ou c'était prévu en tout cas, assez de fénois, assez de terre pour pouvoir héberger nos mokos, c'est-à-dire les petits-enfants des petits-enfants. Et ça a été vraiment une énorme bénédiction. Deuxièmement, nous avons mis en place notre modèle de fiducie foncière communautaire qui est maintenant juridiquement une réalité et qui fonctionne. Troisièmement, nous avons été bénis aussi de pouvoir être en partenariat avec le gouvernement néo-zélandais et de pouvoir avoir nos propres fournisseurs de logements, c'est-à-dire un havre abrité, littéralement. C'est le partenariat dont je parlerai dans un instant. Troisièmement ou quatrièmement, nous avons aussi acheté un nombre d'entreprises liées à la construction, au BTP, en partenariat avec d'autres. Nous avons pu aussi déjà livrer et nous livrons nous proposons un soutien de compréhension financière à nos populations pour qu'elles puissent demander des prêts hypothécaires et puissent acheter leur maison. Et enfin, nous sommes déjà dans des relations avec la plupart des grandes banques de Aotearoa qui vont
prêter, qui vont donner des prêts aux personnes, à des Maoris qui vont construire des maisons sur ces terres. Et je vais vous expliquer ça dans un instant. Voilà ce que nous avons fait donc. Premier exemple, nous avions, oh, c'était simplement une occasion, mais une occasion d'acheter une série de logements qui existaient déjà, qu'un promoteur local avait construit et vendu 8 ans auparavant. Et ensuite, la moitié de ces logements avaient eu des problèmes de fuite d'eau. En fait, il y avait de l'eau de la nappe phréatique qui remontait dans les logements. Et donc, la municipalité locale, le conseil local a dû les racheter parce qu'ils les avaient approuvés. En fait, il y avait des problèmes de construction. Nous avons acheté donc ces magnifiques appartements du conseil local, la municipalité, la commune, à un bon prix. Et puis, nous sommes en train de les rénover. Et nous les mettons dans cette fiducie foncière communautaire pour les vendre à notre communauté. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela, mais en tout cas, en résumé, nous avons mis en place des entreprises Ngatitoa qui sont en partie à notre propriété, mais en partenariat aussi. Voilà, l'échafaudage ici, c'est mon neveu, c'est son entreprise. Les gens qui travaillent là-dedans, eh bien, ce sont des gens de Ngatitoa qui font le travail de rénovation pour que ces logements puissent être revendus. Dès qu'ils sont prêts, dans un an, ils seront prêts sans doute. Lorsqu'ils seront complètement rénovés à l'intérieur et à l'extérieur, nous pourrons les vendre. Il y en a 24. Tous deux sont des membres IWI. Nous avons 224 membres dans notre registre IWI, donc 224 familles IWI qui nous ont dit qu'elles avaient besoin d'aide en matière de logement. Celles qui remplissent les critères auront la possibilité d'acheter ces logements. En Nouvelle-Zélande, à le marché, elles coûteraient à peu près 1 million chacune sur le marché, 1 million de dollars néo-Z. Et on les achète à la moitié du prix. C'est déjà beaucoup d'argent, bien sûr, mais Ngatitoa va fournir 10% de la compte, 10% donc de la compte, puisque c'est obligatoire en Nouvelle-Zélande de faire des économies qu'on appelle les économies kiwi. Bon, c'est pas très imaginatif, mais bon, très bien. Et puis, ils peuvent utiliser donc ces économies de pension, si vous voulez, et puis les oui donc fournissent 10%, nous aussi, et le reste, ben, c'est payé par le prêt hypothécaire. Et comme je disais, les banques sont ravies de pouvoir prêter à des familles Ngatitoa pour des simples raisons. N'importe quelle personne Ngatitoa à qui appartient une maison sur nos terres iwi peuvent les vendre à n'importe quel autre membre de la tribu iwi sans aucun problème. Mais si aucun autre membre iwi ne veut l'acheter, dans ce cas-là, le Rangua va l'acheter de toute façon, à chaque fois. Donc les banques sont ravies puisque c'est... Vous voyez, en fait, ils regardent nos bilans et ça ne pose aucun problème. Il faut que ce soit abordable, bien entendu. Mais bon, voilà, très bien. Voilà la vue de ces maisons. C'est magnifique, hein? C'est un peu comme ici en Nouvelle-Calédonie. Bien. Deuxième acquisition d'importance, nous avions fait cela il y a 1 an, certains au mois de mars cette année. À Nampirua, à côté de notre ville, un promoteur privé qui existait depuis 5 ans à peu près, 65 hectares de promotion immobilière privée. Et nous avons pu signer un contrat, nous les avons tout simplement achetés. Il s'agit de deuxième stade, les 1 et 2 ont déjà été faits, c'est sur 6 étapes. C'est pas très joli d'ailleurs, vous voyez ici, mais c'est ce qu'ils ont construit. Nous sommes passés à l'étape 3 à 6 et maintenant nous allons concevoir et construire nos propres magnifiques communautés sur 40-42 hectares de terre qui ont été laissés dans cette promotion immobilière. Donc il s'agira là d'espace pour entre 7 et 800 logements, et nous avons que 820 familles dans notre tribu iwi donc, qui ont besoin d'un logement. Donc il y aura assez d'espace pour les exploitants agricoles aussi iwi pour vivre ici. Troisième projet qui vient de démarrer. Derrière Purirua,
Nous avons des terres agricoles magnifiques qui appartenaient jadis au gouvernement néo-zélandais, Landcorp Farm. Nous l'avons racheté au gouvernement. 170 hectares, dont 70 qui seront construits ou consacrés à la construction d'une ferme solaire pour qu'on puisse produire de l'énergie solaire pour la communauté à venir. Ça permettra de faire baisser le coût de l'énergie. Et tout ce travail se fera en partenariat avec une entreprise australasienne. Ça nous laisse donc 100 hectares sur lesquels nous pourrons installer des familles. Là encore, une acquisition récente qui nous tient particulièrement à cœur. Les gens de chez nous, quand ils se présentent, la première chose qu'ils disent, c'est j'appartiens à la montagne sacrée. Ici, c'est une terre qui a été illégalement arrachée aux communautés il y a 150 ans. Nous avons pu parvenir à un accord avec le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour que ces terres soient rétrocédées à leurs propriétaires. Et je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup de larmes lorsque cette terre nous sera rétrocédée. Très brièvement, lorsque en fait, nous avons une administration néo-zélandaise qui s'appelle Kainga Ora, ce qui veut dire communauté saine. À l'est de Puriroa, il y a 2200 logements sociaux et à gauche, nous en avons 924 et nous sommes parvenus à un accord avec le gouvernement néo-zélandais pour que la gestion des locations, pas la propriété, mais la gestion des locations de ces 924 maisons soit transférée à Nganditoa. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord et surtout parce que nous savons que nous pouvons faire du meilleur travail en nous occupant des familles qui vivent dans ces familles. Nous ferons du meilleur boulot. Et je peux vous en citer un exemple concret. Un jour, il y a eu un incendie. Peu de temps après que nous ayons pris le relais, quelqu'un a laissé une casserole brûlée, ça a tout ravagé. Les gens sont venus, ont relogé cette famille dans une autre maison. Moi, j'ai appelé les responsables des pouvoirs publics et je leur ai dit « Mais vous étiez où quand tout ça est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait pour reloger ces familles? Rien du tout. » Donc, nous nous occupons mieux que quiconque de nos communautés. Deuxième raison, nous avons négocié la possibilité pour les 50 années à venir de racheter toutes ces maisons et tout le Fénois pour pouvoir à terme continuer à améliorer les logements et au besoin construire de nouvelles maisons qui nous appartiendront en propre sur le Fénois. Voilà pourquoi finalement la gestion des locations nous a été confiée. Ici, la partie occidentale de Puriroa, en bleu, les maisons. Très brièvement, parce qu'il serait peut-être temps de conclure, nous avons acheté une compagnie de construction à Puriroa et nous sommes en train de signer l'accord d'achat d'une deuxième compagnie de construction. Donc nous sommes devenus finalement une des principales entreprises de construction de la zone de Auckland. Et c'est une excellente chose parce que, indépendamment du fait que nos iwi maintenant vont pouvoir avoir accès au logement dans de meilleures conditions, tous les opérateurs commerciaux de la région et toutes les administrations publiques, à qui s'adressent-elles maintenant lorsqu'il s'agit d'obtenir des approvisionnements pour construire? Eh bien, à nous, Nganditoa. Et c'est finalement un dispositif qui ne fait que des gagnants, la communauté et nos interlocuteurs. Autre exemple, et d'ailleurs j'ai entendu plusieurs d'entre vous parler de formation au métier. Nous avons nous-mêmes 100 apprentis qui sont formés à divers métiers par Nganditoa, des hommes et des femmes, que nous avons aidés à accéder à la formation, à l'emploi, avec le soutien, bien sûr, du gouvernement néo-zélandais à ma droite, pour qu'ils puissent, bien sûr, trouver du travail et avancer dans la vie. Enfin, c'est mon avant-dernière diapositive, nous avons également fait l'acquisition
d'une des plus grosses entreprises d'entretien de bâtiments de la Nouvelle-Zélande. Nous en avons acheté 50%. C'est une entreprise écossaise à l'origine, implantée sur l'île du Sud. Et je rappelle que nous ne faisons bien sûr des affaires, si je puis dire, qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. On ne peut pas faire des affaires sérieusement avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et je vous déconseille fortement d'essayer de travailler avec des gens qui ont des valeurs différentes. Ça ne marche jamais. Là, en l'occurrence, ce sont des Écossais, donc des Iliens eux aussi, mais ça pourrait très bien être des partenaires français. À partir du moment où vous pouvez vous assurer qu'ils ont les mêmes valeurs que vous, alors les collaborations sont tout à fait envisageables. Et nous avons donc acheté la moitié de cette entreprise d'entretien. Et là encore, nous avons pu nous doter de nouveaux outils. Cette entreprise s'appelle Toa Homes. Et nous travaillons donc à l'entretien des biens immobiliers. Rapidement, un exemple d'un autre partenaire, Easy Build, qui ne nous appartient pas, mais c'est une entreprise qui est venue nous voir. Nous avons passé un accord pour que les membres de notre communauté aient un accès préférentiel à des tarifs préférentiels. Il s'agit de constructions modulaires qui sont faciles à construire, très efficaces au plan énergétique. Et ça, c'est vraiment un projet qui nous intéresse. Autre projet qui nous intéresse, c'est encore mon avant-dernière diapositive, précise l'orateur. Nous avons pris contact avec une entreprise nord-américaine et l'homme, la personne qui a inventé la technologie utilisée, cette entreprise s'appelle Build Smart, littéralement construire intelligent, et en partenariat avec des interlocuteurs locaux. Nous nous sommes inspirés de cette technologie nord-américaine et nous l'avons introduite en Nouvelle-Zélande, mais nous l'avons adaptée au contexte en ce qui concerne les normes applicables en Nouvelle-Zélande, les matériaux disponibles, c'est à peu près tout. Et l'aspect matériaux est très important parce que nous ne possédons pas nos forêts, mais nous travaillons en partenariat avec des Australiens et des partenaires américains qui ont des scieries, qui nous approvisionnent en bois. Et c'est le bois que nous utilisons tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. Et cela nous permet finalement d'avoir un plus large contrôle sur ce qui entre dans la fabrication de nos maisons pour qu'elles soient écologiques, durables, respectueuses de l'environnement. Et puis, surtout, que ces maisons soient abordables et saines pour les personnes qui y vivent. Et on va montrer la dernière diapositive, Charlotte. Cette personne, c'est un Canadien, cette personne dont je vous parle. Et en fait, son idée était très simple. Il a pris une maison, il l'a découpée en morceaux, un petit peu comme un Lego, si vous voulez, avec des composantes en gros modulables. Et c'est le système que vous voyez sur cette illustration. Et on peut virtuellement construire n'importe quelle maison, quelle qu'en soit la conception, tant que la maison n'est pas ronde, parce que comme vous le voyez, ce sont des éléments qui sont rectilignes. Et à partir de là, en jouant sur l'agencement de ces différents modules, on peut faire n'importe quelle maison. Et nous, eh bien, nous fabriquons ça, nous fabriquons ces modules. Et lorsque les gens viennent nous voir en nous disant « moi, je veux une maison avec 3 chambres, une grande chambre, une mezzanine ou pas », eh bien, on va leur dire « ah bah, il vous faut 20 modules numéro 1, 18 modules numéro 4 ». On met tout ça dans le conteneur. C'est assemblé sur place directement par le propriétaire. On n'a même pas besoin de faire appel à un constructeur. C'est pour ça que je faisais référence au Lego. Il faut juste vérifier, bien sûr, que les mesures sont les bonnes. Mais si la personne qui achète la maison est débrouillarde et sait se servir de ses mains, une fois la dalle posée, on peut monter sa maison soi-même en un temps record. C'est une approche que je trouve extraordinaire et je suis très contente qu'on ait pu s'inspirer de cette technologie parce qu'en fait, elle nous permet de construire des constructions de 2 types différents. On peut construire à l'échelle, aller dans une usine et ensuite monter sur place pour réduire les coûts, ou alors on
on donne carrément les plans à la famille et on les laisse faire comme elles le souhaitent, voire éventuellement si elles veulent s'adresser à un autre entrepreneur ou un autre prestataire. C'est notre vision des choses, une liberté aussi dans le choix de l'endroit où on veut vivre. Je suis un peu passionnée, je sais, je suis en train de perdre ma voix, mais je voulais simplement vous expliquer tout le cheminement qui a été le nôtre. Et en fait, notre objectif, c'était de pagayer notre propre pirogue, pour reprendre l'image. Et je suis heureux de voir que finalement, nous avons beaucoup d'aspirations communes. Et j'espère que cet exposé vous sera utile et qu'il pourra peut-être vous ouvrir des perspectives nouvelles. Je voudrais conclure sur ceci. Lorsque nous sommes allés dans le nord hier, ça a été très long par la route, mais ça valait vraiment la peine. Nous sommes passés devant un urupa, un cimetière. Et de très nombreux fils nés de ma terre y sont enterrés, et comme d'ailleurs des fils de votre terre aussi. Je suis très ému et je vous suis très reconnaissant de m'avoir permis de m'y recueillir. Oh, je suis désolée, j'ai la larme à l'œil. Ma famille est connue pour avoir un cœur d'artichaut, mais en tout cas, je suis extrêmement heureux que vous soyez là pour vous occuper de ceux d'entre nous, de ceux de chez nous qui sont enterrés chez vous. C'est très important pour nous, mais ce n'est pas le seul lien qu'il y a entre nous. Veuillez-moi me rappeler d'ailleurs qu'il y a aussi des gens de la Terre parmi nous, mais nous sommes aussi des gens de l'océan. Notre histoire, notre lien à l'océan est très long. Le livre qui raconte nos périples au travers de l'océan n'est pas encore complètement écrit, mais c'est un livre immense et nous sommes en train d'en rédiger un nouveau chapitre. Et ça va être formidable. Je voudrais vous dire à quel point je suis reconnaissant de pouvoir aujourd'hui me retrouver avec d'autres frères et sœurs de notre grand océan sur cette terre. Et Ngāti sachez-le, fera tout son possible pour venir en aide aux communautés de votre pays. Si vous nous appelez, nous serons là. Et nous ferons en sorte de veiller sur vous et de vous apporter tout le soutien possible. A tēnā koutou, huri noa, a tēnā rā tātou katoa. Ka huri.